maison. Terre de patrimoine. Terre de senteur. Terre de culture. Terre de tradition et de partage. La communauté de communes Haute-Provence, Pays de Banon, l'espace 5 étoiles. Deuxième partie de ces trésors d'ici consacrée à la magnifique, unique communauté de communes de Haute-Provence, Pays de Banon. On a commencé tout à l'heure à Saint-Michel-Observatoire, nous sommes passés à Vachères, à Aubenas, à Revesse-des-Brousses, à Banon, à Notre-Dame-des-Anges, à Rodortier et nous sommes arrivés à Revesse-du-Bion. Nous reprenons le fil de cette émission. Vous voyez au fond le Mont Ventoux, emblématique, le géant de Provence comme on l'appelle. Et on rejoint à nouveau notre guide, Jacques Despiers, qui a pris sa journée pour nous guider au fil des villages de sa communauté de communes. Et en l'occurrence, ici à Revesse-du-Bion, bien à l'ombre, selon les bons réflexes de Provence, avec Bernard Granet, le maire de Revesse-du-Bion. Alors là, on est avec la lavande derrière. Encore une fois, pour ceux qui ont loupé la première partie de l'émission, ici, c'est avant tout de la lavande, même s'il y a un petit peu de lavandin par-ci, par-là. Mais pas seulement, c'est un plateau aussi de céréales et ça fait partie de votre... Voilà, exactement. On fait aussi des céréales, on fait du blé tendre qu'on va livrer à la coopérative de Fort-Calquier. On fait un petit peu la route, mais c'est très bien. Voilà, on a en face de vous, il y a un joli champ de céréales, vous voyez, et c'est des rotations parce qu'on plante de la lavande, mais du lavandin, mais quand on arrache au bout de 8-10 ans, il faut faire des céréales. Et on fait du blé tendre et du blé dur. Oui, l'alternance, c'est 8-10... C'est des cultures pérennes entre 8 et 10 ans. La lavande et le lavandin, pareil à peu près. Alors, ils résistent de moins en moins à cause de cette bestiole, comme on dit en Provence, la cicadelle, qui fait vraiment des ravages. Mais bon, on essaye de faire des alternatives, de travailler comme il faut. Et puis, on arrive quand même à tenir nos plantations entre 8 et 10 ans. Voilà. Alors, je vous rappelle que cette émission est faite en partenariat, bien sûr, avec la communauté de communes, mais également avec Alcotra, le programme européen qui est essentiel. Je ne sais pas s'il y a des mesures, ici, il y en a forcément pour le monde agricole. Ce n'est pas ce programme Alcotra, mais il y a d'autres programmes européens qui peuvent permettre de faire des expérimentations, je crois en ce moment, sur la cicadelle par exemple, c'est ça? Alors sur Manosque, vous avez le crier PAM qui travaille dessus. Il y a PAM de France, il y a pas mal d'organismes au niveau des lavandiculteurs qui travaillent vraiment bien pour la filière. Alors ils essayent d'être inventifs, de faire des tests, comme par exemple une alternance entre céréales et lavande dans certains secteurs. Exactement, beaucoup sur le plateau de Vansoche, je ne sais pas si vous avez vu, on est en train de faire des essais de semer du blé dans les interrampes pour voir si la bestiole ne va pas sur le blé et pas sur la lavande ou le lavandin. Et ça marche, hein. On a des bons résultats, c'est en train de marcher. Jacques Despiers, cette cicadelle, on ne peut pas y faire. Je découvre. C'est un vrai souci. Toutes les professions ont leurs propres difficultés et on mesure ce que ça doit être pour ceux qui font de la lavande, quoi. Alors un petit cours sur les céréales. Alors les céréales, il y a vraiment tout un choix. Quand on dit le blé, en fait on dit rien parce que c'est pas comme ça que ça marche. C'est exactement ça. Le blé, vous avez plusieurs variétés de blé. Vous avez des blés qui sont tolérants. Par exemple, ici on est à 1000 mètres d'altitude. Il nous faut un blé qui soit tolérant au froid. Alors c'est vrai qu'il fait plus froid chez nous. Il y a quelques années en arrière, il faisait très froid. On a eu des températures, on avait de la neige. Et depuis quelques années, on voit bien qu'il y a quand même le réchauffement. Il neige plus et il fait plus froid. On ne croirait pas qu'on est à 1000 mètres quand on est là dans cette ambiance de Provence, parce que c'est finalement la même altitude si je prends que dans la vallée de la Blanche, en bas, je sais pas, le fond du Champsaur par exemple, dans les Alpes aussi, hein, mais c'est 1000 mètres. Hein. C'est 1000 mètres, ici on est à 1000 mètres. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il fait un petit peu chaud là, mais si vous venez vers les 5 heures, vous allez voir, il va falloir mettre un petit gilet. Voilà. Alors le blé, donc vous faites du blé tendre, la vocation est alimentaire, c'est ça? Alimentaire bien sûr, c'est surtout pour la farine, hein. Ça part pour les meuniers. Voilà. Ça c'est devant nous là, nous avons du blé tendre. Si vous voulez, je vais vous montrer. Doucement, on va y arriver. En autre céréale? Alors on fait de l'épeautre aussi, du petit épeautre de saut. Ici sur le plateau, il s'en fait beaucoup de plus en plus, hein, de l'épeautre. Parce que le blé, c'est vrai que depuis que la PAC elle a changé, les gens ils s'aiment beaucoup moins. Et puis il y a eu quand même depuis quelques années la lavande. C'est vrai que la lavande, les produits naturels ont pris une ampleur importante. Et les gens, économiquement, ils ont préféré faire de la lavande que faire du blé tendre ou du blé dur. Vous partagez, hein, alors moi je partage. Vous savez, on dit qu'il ne faut jamais mettre les œufs dans le même panier. Donc je fais ça. C'est du bon sens terrien ça. Voilà. C'est du bon sens paysan comme on dit. Ce que je disais tout à l'heure, la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Voilà. Le blé dur, sa vocation? Le blé dur, c'est aussi pour la farine, hein, ça part surtout pour la boulangerie, hein, pour les pâtes surtout les pâtes. Alors, un gros client, c'est Panzani à Marseille. Voilà, ce sont des gros acheteurs de blé dur. L'orge, en revanche, c'est alimentaire, c'est pour les animaux. Hein, pour les animaux, l'orge, c'est pour les animaux. Il n'y en a pas beaucoup ici. Très peu, il y en a un petit peu, mais très peu. Regardez le blé tendre, regardez les...
Les épis, regardez, ouais. Ah là, il est, oui, donc là, il est mûr, là. Voilà, là, il arrive à maturité. Alors, pour voir s'il est à maturité, c'est facile. Regardez, je le prends dans la main, comme ça, je l'écrase un petit peu. Je souffle. Et vous voyez, il reste le grain. Vous voyez le grain. Alors, il y en a très peu, là. Je me suis mal pris. Mais regardez le grain, vous voyez, il est prêt. Comme dans la moissonneuse, finalement. Alors, pour savoir si le grain, il est prêt, il y a un truc de grand-mère. On le met sous la dent. Et s'il est dur, il est prêt à moissonner. Jacques, venez. Président, faites un peu le test. Alors, est-ce qu'on peut moissonner, d'après vous? Alors, comment on fait? Écoutez ses conseils. Alors, prenez un épi, vous allez voir. Très souvent, Guidez-le. On se prend aussi à observer Prenez l'épi. Mais l'épi, quand il commence à baisser, hein, à se courber, c'est un signe aussi. C'est aussi également un signe. Alors ensuite, on frotte, c'est ça, non? Oui. Alors, on frotte dans la main. Le président, il va le faire. Je sais qu'il connaît bien le monde agricole. Il est aguerri. Oui. Je vais faire comme nous dit notre collègue. Et est-ce qu'il est dur? Allez, il est prêt. Il est prêt à moi. Non, j'entends la moissonneuse, elle arrive. Alors le temps qu'elle nous rejoigne, on va aller juste en face là-bas. Regardez, à Saint-Christol, parce que dans le cadre des mesures qui accompagnaient la reconversion militaire de ce plateau d'Albion, qui était l'un des sites qui a pendant des décennies compté pour la dissuasion nucléaire de la France, eh bien, il y a eu des initiatives là aussi qui rejoignent les étoiles, comme à Saint-Michel Observatoire, comme on l'a vu tout à l'heure, avec cet observatoire Sirène que nous avons visité. C'est en suivant le Mont Ventoux que vous décrocherez certainement les étoiles. Sur la commune de la Garde d'Apt, non loin de Saint-Christol, à quelques kilomètres des Alpes de Haute-Provence, sur le plateau d'Albion, se trouve l'observatoire Sirène. Sirène pour silo, réhabilité pour nuit étoilée, car en effet, il y a 18 ans, ce lieu n'était autre qu'une ancienne zone de lancement des missiles nucléaires français. Une particularité historique qui en fait aujourd'hui un site unique et labellisé patrimoine du XXe siècle. Nous sommes à Sirène, la seule ancienne zone de lancement sur laquelle nous avons encore les vestiges. Toutes les autres zones de lancement, les militaires en partant ont remblayé, ne sachant pas ce qu'allaient devenir ces zones de lancement. L'endroit où nous nous situons, les militaires appelaient cela la cour intérieure. Nous voyons la porte qui est derrière nous, sous laquelle se trouvait le missile, entourée de la dalle de protection de cette porte. Alors la dalle de béton qui entoure la porte a été vraiment un des critères importants pour l'installation de l'observatoire ici, puisqu'elle fait 9 mètres d'épaisseur. Pour poser des instruments d'astronomie pour lesquels on recherche la plus grande stabilité possible, c'était carrément génial. Mais si ce site est exceptionnel, c'est aussi pour sa localisation privilégiée. Il y a 1100 mètres d'altitude, donc on est au-dessus des couches de l'atmosphère dans lesquelles il y a les particules les plus lourdes. On a un horizon dégagé sur 360 degrés, ce qui nous donne un beau paysage en journée, mais la nuit on est vraiment englobé sous la voûte céleste, ce qui est assez magnifique. Et puis surtout on a très peu de pollution lumineuse, donc ça c'est un énorme avantage. Ouvert tous les soirs de l'année sur réservation, ce sont entre 2000 et 3000 personnes par an qui passent par l'observatoire. Un lieu qui, à la différence de son voisin des Alpes de Haute-Provence, n'a pas pour but l'étude, mais bien la découverte du ciel pour le plus grand nombre. Nous recevons aussi bien des scolaires que des amateurs. On a même des amateurs qui sont installés à demeure puisqu'ils ont des télescopes contrôlés à distance. L'observatoire appartient à la commune de la Garde d'Apt, mais il est géré par l'association Sirène. Et s'il est aujourd'hui un bel exemple de la réadaptation après le départ des militaires du plateau d'Albion, il n'est pas le seul. Dans le pays d'Apt, le laboratoire souterrain à bas bruit de Rustrel montre aussi une belle reconversion. Après 25 ans de service opérationnel, le poste de conduite de tir numéro 1 du système d'armes sol balistique stratégique de la force de dissuasion nucléaire française a été converti en laboratoire scientifique pluridisciplinaire. Oui, un ciel d'une pureté exceptionnelle qui justifie la présence de tous ces observatoires, dont Saint-Michel Observatoire. Et puis pour ceux qui ont loupé le début de cette émission, ce planétorium, 2 600 000 € d'investissement qui vont avoir le jour à Saint-Michel Observatoire, juste à côté du moulin, comme vous l'avez vu tout à l'heure, d'ici 2 ans. C'est vrai que cette pureté, on la constate à toute saison, et y compris en pleine chaleur, il y a à peine de la brume. Oui, c'est un lieu magnifique, ce département, et notamment ce secteur. Et là, nous sommes à Simiane, qui lui aussi a un patrimoine tout à fait monumental. Et nous l'avons vu avec la rotonde, qui est tout à fait exceptionnelle et dont on ne connaît pas l'origine, la raison de cette construction. Alors on part visiter ce château de Simiane, la rotonde, reportage de Laurie Charrier.
Alors, nous voici arrivés dans la plus belle salle du château, celle qui fait toute sa renommée, c'est la Rotonde. Une salle que l'on suppose avoir été construite entre 1190 et 1210, et vous avez sous les yeux une voûte qui a 800 ans. On n'a rien reconstruit, tout est d'origine, mis à part bien sûr quelques restaurations obligatoires. On a nettoyé les pierres, on a tout rejointé et on a remplacé certains décors qui étaient manquants. Et cette salle, on pense qu'elle a été construite par un couple seigneurial en particulier. C'est Raymond II d'Agoult et Isoarde de Die qui étaient des amateurs de musique troubadour et donc ils auraient pu vouloir se construire dans leur château de Simiane une belle salle de concert et c'est une salle qui est encore appréciée aujourd'hui pour ses qualités acoustiques. On a souvent des ensembles qui viennent du monde entier donc lors de notre festival de musique et ils apprécient tous cette magnifique acoustique qu'offre la salle et puis c'est vrai que cette salle en impose d'elle-même. Alors, cette salle, elle est connue à la fois pour ses dimensions, parce qu'une rotonde de cette dimension, c'est unique en Provence. Et on a aussi des décors qui nous prouvent que les seigneurs ont voulu montrer leurs moyens et les moyens qu'ils avaient de faire venir à eux des artisans de qualité. Donc, on a ici des chapiteaux qui sont décorés dans un décor typique de l'art roman, donc des décors végétalisés. Mais ce qui fait surtout la renommée de la rotonde, c'est les masques, donc les têtes sculptées que nous avons sur tous les chapiteaux. Alors ici, par exemple, on a une tête de moine, on reconnaît bien la tonsure, la coiffure typique des moines. Alors ce qui fait sa renommée à lui, c'est que c'est la seule représentation, la seule tête qui n'est pas fixe, qui est orientée vers un point en particulier de la rotonde. C'est l'entrée, la seule entrée d'origine. On en a encore un dont j'aime parler, c'est cette tête monstrueuse qui, on pense, est la Tarasque, donc le monstre du fleuve du même nom qui coule dans les Bouches-du-Rhône. Et on a son jumeau parfait dans la très belle abbaye de Sénanque, à Gordes. Voilà, on a quitté la Rotonde et on descend dans ces ruelles de Simiane, la Rotonde donc, qui sont magnifiques. On vous conseille ce village, cette visite, cette balade simplement dans ce village construit presque sur une falaise, entre guillemets, mais en tout cas sur ce magnifique espace avec une vue extraordinaire où l'on rejoint Thibaut Dallaporte. C'est le maire de Simiane, la Rotonde, l'un des maires les plus heureux du monde quand on est maire d'une belle commune comme ça, non? Tout à fait. Vous avez quelle profession? Alors moi je suis chef d'équipe pour le département à Banon. On est la rue Henri Logier. Ça vous rappelle quelque chose, Jacques Despiez? Venez nous expliquer un peu. Je le disais, Henri Logier est né à Man en 1888 et au mois d'août. Et il est enterré ici parce que c'est la maison familiale de son père. Pour resituer Henri Logier. Alors Henri Logier, c'est un personnage merveilleux qui a d'abord été directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, mais à l'époque, l'Éducation nationale avait aussi la recherche. Et c'est comme ça qu'il a influé pour que l'observatoire soit à Saint-Michel. Il est né en fait au-dessous, à côté du château de Sauban, pour bien situer le lieu. C'est un homme qui a eu une carrière brillante ensuite. Et à la guerre d'Espagne, et ça je l'ai découvert il y a peu, il a joué un rôle primordial pour aider les Républicains avec une autre personne très connue, après la guerre malheureusement, Jean Moulin. Et il était chargé avec Jean Moulin de tous les aspects, disons, de transport, de logistique, et lui administratif, c'est-à-dire faire les faux papiers pour que ces armes arrivent jusqu'aux Républicains. Et dans ce petit village, magnifique village de Provence, cette crèche, vous habitez dans une crèche en fait. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est vrai, c'est incroyable. Voilà, il y a d'autres personnalités également ici. Oui, il y a un proche ami d'Henri Logier, c'est René Cassin. René Cassin qui a été chargé avec Henri Logier de rédiger la Charte universelle des droits de l'homme. Seulement, problème, on ne devait donner que 2 prix Nobel. Et les Américains voulaient absolument que Mme Eleanor Roosevelt en ait un. Et dont Henri Logier, qui s'est toujours considéré comme un hussard de la République, a dit non, laissez-le à René Cassin. Ce qui n'a pas empêché qu'ils soient très proches l'un de l'autre jusqu'au bout d'ailleurs. Il y a aussi la tombe de Ponson du Terrail ici, monsieur le maire. On va aller visiter l'église, il paraît que ça vaut le coup. Ah, elle est très belle, une très belle église. Une demoiselle ou une dame, madame Oudot, hein. Isabelle Oudot, tout à fait, qui est peintre et qui va vous... En plus, on est en plein travaux sur l'église, on est en train de refaire les plafonds de la sacristie, qui est des plafonds traditionnels en plâtre, et on va vous faire visiter ça. Il fait bon, hein? On est à l'abri du vent, mais il fait bon. Bonjour, messieurs, dames. Ça va? Vous trouvez ça joli, ce petit village? Ah, voilà. Ça fait plaisir à monsieur le maire, vous voyez? Ah oui, il est jeune, le maire, il a toutes les qualités.
Merci, bonnes vacances. Allez, alors nous on va aller juste en face, le temps d'aller à l'église, qui est pour autant juste à côté, pour visiter l'abbaye de Val-Sainte. Magnifique endroit, reportage de DC TV. C'est un site qui fait la fierté du territoire. L'abbaye de Val-Sainte constitue une véritable richesse patrimoniale. Le monument, qui date du XVIIe siècle, est longtemps tombé dans l'oubli avant de retrouver toute sa splendeur. Ce sont donc quand même des moines cisterciens qui sont venus s'installer ici. Alors initialement au XIIe siècle, mais pas à cet emplacement précis. Ces moines cisterciens arrivent avec la famille des Agoultes de Simiane qui vont fonder le château de Simiane et s'installent dans la vallée à 3 km à vol d'oiseau d'ici, au bord de la petite rivière qui s'appelle le Calavon. Et cette première abbaye conséquente va être détruite au XIVe et les moines de Val-Sainte reconstruisent une deuxième abbaye, fin XVIe, début XVIIe, ici, sur ce petit lieu-dit qui s'appelle Boulinette. Un lieu emblématique reconstruit sur les ruines d'un ancien castrum romain, façonné avec des matériaux appartenant à la toute première abbaye. Cette arche, la porte d'entrée de cette église, date du XIIe siècle et, depuis près de 50 ans, classée mobilier historique. Un monument qui fait également partie du célèbre chemin de Compostelle et qui ne cesse de regorger de secrets. La grande découverte, il y a 25 ans, lorsqu'on entreprend la restauration, c'est de découvrir cette implantation très originale où l'église est implantée contre un rocher. Et le cœur de l'église, en fait, est encastré dans le rocher. Il a repris l'empreinte d'une ancienne grotte. Et les constructeurs ont marqué une tradition très ancienne où le soleil, le 21 décembre, au jour le plus court de l'année, lorsqu'il est très bas à l'horizon, le soleil pénètre dans l'église par un oculus et vient frapper l'autel de l'église avec un rond parfait, c'est-à-dire le soleil se matérialise au sein même de l'église et c'est donc, on va dire, du 18 décembre au 24 décembre. Un lieu atypique de la Haute-Provence, niché au cœur de ce jardin, l'abbaye de Val-Sainte, une abbaye qui doit aussi son nom à cette petite rose. La très belle abbaye de Val-Sainte qu'on vous conseille à la visite, comme cette église que nous retrouvons ici à Simiane, l'église Sainte-Victoire. Oui. Que l'on voit, mais malheureusement pas dans son apparat habituel, si je puis dire. Oui, parce que malheureusement, Sainte-Victoire, qui était notre trésor de l'église, a été dérobée en janvier 2018. Et on n'a toujours pas de ses nouvelles. Et ce qui était très triste, c'est de penser qu'elle avait traversé toute l'histoire. Elle a même été cachée à une époque. Hein. Oui, au moment de la Révolution, les Simianais l'avaient pris, elle l'avait murée dans l'écurie d'un âne juste à côté. Elle est ressortie intacte après la Révolution. Donc, c'est évidemment avec beaucoup de regrets. Monsieur le maire, il faut faire quelque chose. On cherche Sainte-Victoire. Sainte-Victoire a été dérobée en 2018 ici. Oui. Alors c'est très difficile. Je pense que la gendarmerie a déjà un état des objets dérobés, mais pour les retrouver, c'est toujours pas évident. Alors regardez cette belle église. Elle est vraiment très très belle. Je vous laisse admirer le cœur de cette église. Isabelle, elle remonte à 400 ans quasiment jour pour jour presque. La consécration j'entends. A eu lieu le 28 octobre 1620 et elle avait été démarrée, la construction avait démarré 100 ans auparavant. Et alors on voit des dates d'ailleurs à certains endroits. Il y en a une ici, vous voyez, 1542. Il y en a une autre au-dessus de la porte de la première sacristie. Et tout à l'heure, vous verrez donc la sacristie qui est en réfection, qui est la sacristie actuelle, qui avait été faite en 1630 ou quelque chose comme ça. Alors quand on fait des réfections, évidemment, dans ces établissements classés, historiques, on le fait avec beaucoup de précautions. C'est ce qu'on va voir, on a rencontré Alain. Alain, ça lui rappelle sa jeunesse, il travaille à l'ancienne et refait les plafonds comme à l'époque. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour. Dans le plâtre. Oui. Mais pas comme d'habitude. Expliquez-nous comment vous travaillez ça. C'est un plafond à l'ancienne, c'est ça? Ben, je te dis, c'est un plafond, oui, avec, au lito, avec du lito. Ouais. Et après, on le plâtre comme on faisait le plâtre à l'ancienne. Oui, c'est ça. Hein. Voilà, pas le plâtre machine, le plâtre manuel. Et ouais, c'est un travail particulier. Ah oui, oui, ça oui. C'est plus difficile hein, que le... Ah oui, bien sûr, la machine, c'est facile pour mettre tout le plâtre. Mais le manuel, il faut l'étaler tout à la taloche, tout à la main. Il faut avoir de bons reins, non? Ah oui, de bons muscles. De bons muscles. Oui, bon, il faut quand même les tirer le plâtre, hein, quand vous gâchez un sac à la fois.
C'est du beau travail. Merci Voilà. beaucoup Alain. Bon boulot. C'est moi qui vous remercie. Si, merci beaucoup à vous. C'est chouette, hein? C'est chouette de voir ça. Alors, on va continuer, nous, à se balader dans la région. On m'a dit qu'il y avait de superbes gorges pas très loin. Les gorges de Pédette. Oui, les gorges de Pédette. Alors, regardez, le reportage sur place, juste à côté, de l'autre côté de la colline, si je puis dire, de Laurie Charrier. Quelque part en Haute-Provence, à quelques kilomètres du Vaucluse et non loin de Simiane-la-Rotonde, la petite commune d'Aupédette se dévoile. Moins de 100 habitants peuplent ce petit village qui voit chaque jour de l'été passer autant de personnes pour y visiter ces gorges. La vue est surprenante, c'est vraiment des belles gorges. Et là, vous revenez de la randonnée? Non, on la commence. On la commence à l'instant, là, il y a 3 minutes. Mais c'est vrai qu'on a déjà vu le belvédère qui a l'air très, très sympa, donc voilà. Bah, le village, c'est joli, c'est typique. Seule chose que je m'aperçois, c'est qu'il y a quand même beaucoup de maisons de fermées. Vous êtes allé voir les gorges déjà? Non, on va y aller. On y va. On est venu voir le petit village avant. Voilà. Car en effet, les pierres des façades des maisons endormies de ce village typiquement provençal du Luberon ne sont pas ses seuls atouts. À quelques pas de la commune, en effet, des chemins de randonnée nous invitent dans un voyage qu'on ne va pas regretter. Au loin, les couleurs bien connues du Colorado provençal ne font pas d'ombre au canyon qui nous invite. Abrités par l'ombre des arbres et accompagnés par le chant des cigales, les gorges d'Aupédette n'hésitent pas à dévoiler tout leur charme aux randonneurs de passage. C'est très très joli et ça a l'air très magique. Alors c'est étonnant, mais on a loué une maison à Aupédette et donc on s'est dit que c'était trop dommage de pas visiter cet endroit et on a des amis qui sont venus de Marseille pour le week-end et on s'est dit qu'on allait découvrir ça. Ce qui est juste dommage, c'est qu'il n'y a pas d'eau en bas, voilà, pour la fraîcheur. Et en effet, le manque d'eau se fait remarquer, surtout si on les compare aux gorges voisines du Verdon. Néanmoins, de l'eau, il y en a bien. À nos pieds, c'est la rivière Calavon qui coule au fond des gorges, un nom qui signifierait rivière de pierre. Asséchée progressivement au cours de l'été, l'eau revient en hiver, mais en plein mois de juillet, c'est plutôt un canyon très boisé qui s'offre à nous. Un chemin de calcaire de 2,5 km de long, 140 mètres de large et 200 mètres de profondeur par endroit, un site assez exceptionnel. Le site du coup est assez préservé, on va dire. C'est vrai que c'est pas forcément connu. On nous a expliqué qu'en fait c'était des terrains plutôt privés. Donc les habitants, on n'a pas forcément de grosse publicité, mais ensuite honnêtement c'est vraiment très très joli. On a les belvédères qui sont juste derrière nous, rien que là des personnes en fait qui ne font pas forcément la balade, juste voilà profitent de la vue, c'est superbe. Au niveau de la faune et de la flore, c'est pareil, il y a pas mal d'espèces protégées. Classé espace naturel sensible, le site a eu droit à des travaux d'aménagement et de protection en 2009. Peu fréquenté, il fait partie des pépites de notre territoire des Alpes de Haute-Provence. Une pépite qui ne demande qu'à être admirée. Les gorges d'Aupédette. Nous avons rejoint Vachères à présent. Écoutez-moi, Monsieur le Président, on va de merveille en merveille. De village, tous les villages sont de véritables crèches presque quasiment. La plupart du temps d'ailleurs sont relativement méconnus, comme ici, Vachères, avec son musée, avec ce patrimoine réhabilité tel que Saint-Christophe, que nous allons voir dans quelques instants. Ces rues avec des appellations, des noms tout à fait originaux. Évocateur, ouais. Rue de la Sage-Femme où l'on rejoint Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Un peu spécialiste du patrimoine du village et monsieur le maire Alain. Bonjour. Merci de prendre un petit instant. Quelle beauté votre village. Et le président de la Comcom disait presque un peu méconnu malheureusement. Non ou heureusement, tiens. Les deux, oui, on peut dire les deux. Mais pourtant, il a beaucoup de charme et des qualités énormes, même dans l'intérieur du vieux village. Et on va dire le paysage unique. Vraiment, il y a un panorama de fou de partout. Alors là, on a la rue de l'ancienne mairie. La nouvelle mairie est juste dessous. La rue de la Forge. La montée des... Ouh là là, j'ai pas de lunettes. Du Castelas, qu'est-ce que ça veut dire? Castelas, c'est le vieux château. Le vieux château. On avance un peu jusqu'à l'église? S'il vous plaît. Alors, parlez-nous de ce village de Vachères. Un petit peu comme tous les villages qu'il y a dans le secteur. C'est surtout agricole au niveau. Voilà, c'est beaucoup agricole. Et après, de l'artisanat aussi.
Et bon, maintenant, on a fait quand même une politique pour faire venir beaucoup de jeunes dans le village. On a fait des bâtiments sociaux. Et on a notre école qui a été vraiment revitalisée. Et même cette année, il va rentrer 8 élèves dans notre école. Donc, pour une petite classe unique, c'est énorme. Voilà, donc, il n'y a pas que des agriculteurs, il y a des artisans. Voilà. C'est vraiment tout simplement magnifique. Alors, vous avez œuvré depuis pas mal d'années, à quelques-uns, pour rénover petit à petit le village et en particulier l'église qu'on va voir, c'est ça? Voilà, c'est une rénovation qui a démarré en 2005 et qui s'est terminée en juin 2014. Alors, elle est originale, mais ça, vous allez le voir dans un instant. En attendant, Alain, vous devez le savoir, monsieur le maire, il y a des balades buissonnières, paraît-il, là, à travers. Eh bien oui, alors notre village a la particularité d'être sur un piton, à 870 mètres le point le plus haut, donc on a une visibilité à 360 degrés sur 7 départements. Ah oui. Eh oui. On les cite, tiens, pour le plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir si on part au nord, la Drôme. Déjà, voilà, la Drôme, le Vaucluse, les Alpes d'Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches-du-Rhône. De quoi faire une balade buissonnière ici à Vachères, regardez. Et peut-être même plus. Partons en sortie buissonnière. Ce matin-là, Christine amène un petit groupe de personnes en balade sur les hauteurs de Vachères. Un village perché dans le parc régional du Luberon qui culmine à plus de 800 mètres et dont le panorama, par beau temps, offre un regard sur les nombreux départements qui l'entourent. Des Alpes à la Méditerranée, la vue est exceptionnelle, mais sous nos pieds, c'est une histoire vieille de milliers d'années qui sommeille. Il y a une très très grande diversité. Il y a effectivement donc la molasse, les calcaires en plaquettes, il y a une grande diversité de roches et qui ont livré notamment un patrimoine géologique tout à fait remarquable qui est présenté. Donc ils ont un petit musée à Vachères. Il faut vraiment aller le visiter parce qu'il vaut vraiment le coup de la visite. C'est vrai qu'à Vachères, ils ont trouvé une petite gazelle fossile, un Bachytherium qui a été trouvé qui est vieux de 30 millions d'années. Ça, c'est un exemplaire unique. C'est le seul qu'on connaît en fait, le seul entier que l'on connaisse. Et donc en fait il y a beaucoup de fossiles exceptionnels qui ont été trouvés en fait ici à Vachères et donc évidemment nous en faisant notre balade sur le terrain on ne verra pas ces fossiles mais on peut les voir au musée et après Vachères c'est un village qui est perché et qui offre vraiment des points de vue extraordinaires et qui permet vraiment d'expliquer toute la géologie de notre région, hein. Ça permet vraiment de comprendre toute la structure géologique de la région parce qu'on a un point de vue sur la montagne de Lure, sur le mont Ventoux, sur le Luberon, sur les Préalpes, les chaînes plus lointaines, c'est très intéressant. Sur ces terres fut également trouvé le bien nommé guerrier de Vachères, énigmatique sculpture d'un soldat de l'armée romaine d'origine gauloise, et c'est pour tous ces atouts que Vachères vaut le détour. Oui, tout à fait. J'ai souvent l'occasion d'organiser des randos, soit pour les copains d'ici, soit pour des assos qui viennent de l'extérieur, parce que il y a à la fois un patrimoine géologique, agricole, et surtout historique important, puisque on a là-bas, derrière le Castelat, c'est le Moyen-Âge, et ça va jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. Hein. Et on a ces lieux qui sont des lieux, pour certains néolithiques, et pour d'autres gaulois, gallo-romains. C'est donc une balade à travers les siècles que nous offre Vachères, et pour mieux connaître l'histoire des lieux, la municipalité travaille sur un projet de sentier du patrimoine, de quoi prévoir de belles balades. Et nous aussi, on fait une balade buissonnière, regardez, avec Alain Clapier, le maire de la commune, Bernard, le propriétaire de cette église Saint-Christophe qu'il a rénovée petit à petit depuis 18 ans avec un parti pris architectural original. Rien ne vous prédestinait à vivre comme ça en Provence, messin, avec une épouse belge. Oui, mon épouse est belge et moi je suis né à Metz, oui. Un coup de cœur, quoi, c'est ça? Ah, le coup de cœur, oui. Vachères, c'est les environs et les habitants. Et avec le temps, 18 ans après, confirmation du coup de cœur? En rebelote, encore 18 ans minimum. C'est vrai? Ah oui, c'est merveilleux ici. Ah ouais, c'est le terme, c'est vraiment merveilleux. Alors qui peint? Alors nous invitons les artistes peintres. Vous êtes vous-même artiste ou pas? Non, ma femme est pianiste. Mais se produisent des musiciens que nous invitons et c'est pareil pour les peintres. Des peintres qui viennent d'un peu partout, de France et un peu de l'étranger. Et c'est identique pour les musiciens. Waouh. C'est superbe. Alors, monsieur le maire et Bernard, Alain, comment avez-vous fait parce que c'est superbe, pour obtenir le droit d'avoir un parti pris architectural aussi original? On sait que c'est compliqué quand c'est des bâtiments historiques, etc. Votre épouse? Nathalie, enchantée, madame. Je disais que c'est superbe,
mais que pour autant le parti Friedrich, etc., a dû demander pas mal d'explications vis-à-vis des autorités, si je puis dire. Mais non, nous avons eu assez facilement l'autorisation et je pense que c'est parce que l'église était effondrée et c'était une vraie ruine. Donc il n'y avait plus de murs, la voûte était effondrée et donc je pense qu'ils étaient contents que le reste ne s'effondre pas aussi avec le temps. C'est tout simplement superbe. Alors il y a une vue aussi extraordinaire, mais on attend un peu pour vous la montrer, on vous fait patienter. En attendant, on va aller du côté de Reillanne, puisqu'on parle beaucoup d'agriculture pendant cette période, c'est l'un des points forts de ce territoire, l'agriculture évidemment. Et on va revenir à la saison où l'on récolte les courges, à l'automne. À l'automne, fin d'automne. Ici c'est les lavandes. Ouais. C'est les lavandes, là, c'est dommage, on vient de couper, les agriculteurs viennent de couper la sauge. Mais pourquoi il la coupe la sauge? Il faut bien... Parce qu'il faut bien vivre. Et puis quand c'est mûr, il faut couper, comme un fruit. Donc il y a un paysage magnifique avec un passoire de couleurs phénoménal. Donc il n'y a pas que l'église, il y a aussi la terrasse qui est vraiment, ça a été une réussite. Et je revenais sur le projet, quand un projet vous arrive à la mairie comme ça, avec sur des plans, ça va bien que je suis un peu dans la partie. Et puis j'ai vu qu'il était maçon dans son équipe. Intéressant, donc j'ai appuyé ce projet. Si j'avais été pas d'accord, peut-être qu'il serait jamais sorti. Mais quand j'ai vu ça, et puis avec la volonté des propriétaires, il n'y a pas eu photo, quoi. J'ai de suite signé. Allez, direction Reillanne, pour une autre forme de production, celle des courges. Regardez, Valentin Doyen en train de récolter les courges de Reillanne. Il y a comme un air d'automne lorsqu'on les regarde. Les courges sont de sortie chez ce producteur de Reillanne, près de Manosque. Entre 10 et 15 hectares sont plantés chaque année pour une récolte qui va de 300 à 700 tonnes. Et il vaut mieux avoir les bras musclés pour les ramasser. Et donc Gilles, c'est toujours travailler à la chaîne comme ça? Toujours, oui. C'est qu'il y en a un qui ramasse, c'est Souleymane et... Voilà, en général, il y en a deux. D'accord. Là, il n'y en a qu'un, mais normalement, il y en a deux, parce qu'il faut enlever un petit peu la terre. Donc, il y en a un qui enlève un peu la terre et qui fait passer à un autre, et l'autre envoie. Mais le principe, c'est celui-là. Voilà. Ça évite de claquer les courges, c'est ça? Voilà. Voilà, parce qu'il ne faut pas les abîmer. Si on les choque, après, elles ne se conservent pas. Chez Gilles, les cucurbitacées, c'est une histoire de famille. De l'arrière-grand-père jusqu'à son frère, l'exploitation a quelques années derrière elle. Et en quelques décennies, le travail a bien changé. On travaillait différemment. Ça se faisait tout à la main, tandis que maintenant, il y a les machines. Et ça permet... mais... Je ne sais pas, c'est vraiment... Et le problème, c'est le personnel, c'est ce que vous me disiez. Le personnel, ça a évolué depuis quelques années quand même. Avant, c'était pas comme ça. Hein. Mais qu'aujourd'hui, c'est dur. Ah oui. Aujourd'hui, on n'aurait plus ces gens-là qui arrivent de partout, et bien, ça serait plus possible. Hein. Non, c'est trop dur. Hein. L'agriculture, c'est trop dur. Vous ne trouvez pas de Français qui veulent le faire? Non. Et quand vous entendez le président Macron qui dit qu'il faut traverser la rue pour en trouver, c'est possible alors ici? On peut trouver du travail, j'imagine. Mais du travail, il y en a. Mais personne ne va en faire. Ou alors du travail moins pénible. Oui. Parce que là, c'est vraiment pénible. Enfin, il faut évoluer au fil des années. Le ramassage est donc un travail difficile et malheureusement la main-d'œuvre ne court pas les rues. Et c'est principalement des étrangers qui travaillent sans rechigner. Souleymane est un Sénégalais, arrivé en France par l'Espagne, il reste 1 mois et demi sur l'exploitation. C'est la première fois. Et comment ça se passe? Ça va, on débute. Ça va. Avec le travail, j'ai l'habitude, ça va. Et c'est pas trop difficile? Oui, c'est un peu difficile, mais on avance. Et toi, tu faisais quoi avant comme boulot? Tu as fait quoi comme travail avant de faire ça? Moi, j'étais dans les raisins. Dans les raisins, oui, le vendange. En Espagne. En Espagne, oui. Après, j'ai travaillé comme Gilles. C'est bon. Et tu connais toutes les personnes avec qui tu travailles? Vous venez du même endroit à peu près ou pas? Oui, on est tous venus en Espagne. Je connais tout. Et je voulais te demander, Gilles, il a du mal à trouver, tu sais, des Français pour travailler parce que c'est trop dur. Qu'est-ce que toi, tu en penses de ça? Oui,
Oui, je pense que ça c'est vrai. Ce travail, c'est un peu dur. Les gens ne veulent pas travailler ça. Ils veulent travailler autre chose. Il faut donc s'armer de patience pour faire de la courge la reine de la cuisine. En soupe ou dans d'autres recettes, le potiron sait en tout cas se faire une place sur la table. Voilà, l'une des productions également de ce territoire. Vraiment, alors ce parti pré architectural est superbe. Hein. À plus, alors avec, je crois, Nathalie, des artisans de ce secteur. Tout à fait. Oui, nous avons trouvé maçon et puis la personne, un ferronnier qui a créé la terrasse, la verrière et le toit. En zinc. Hein. Et le toit a été fait spécialement pour l'acoustique, donc il a pu faire comme on a été conseillé. Et le résultat est donc assez extraordinaire. Et oui, parce que l'acoustique compte, il y a des concerts qui se déroulent là, c'est ça? Il y a des concerts et ce que je remercie Nathalie et Bernard, c'est qu'ils ont fait travailler tous des artisans locaux. Et ça, c'est très important dans un village. Oh, c'est superbe. L'origine, hein, ça remonte alors, enfin, en XIIIe siècle, mais il y a eu plusieurs évolutions, quoi, Bernard. Oui, tout à fait. Hein. L'église a évolué, il y a eu différents agrandissements. Là où on est, actuellement sur la terrasse, il y a eu une deuxième nef parallèle à la nef principale du XIIIe siècle. Ça s'est passé au XIVe siècle. Ce qu'on ne sait pas, c'est à quel moment on a perdu cette nef, mais elle est perdue. On a retrouvé suffisamment d'éléments architecturaux pour le montrer. Et puis il y a eu une deuxième extension importante à la fin du XVIe siècle. Au XIIIe siècle, l'église ne comptait que 2 travées, et cette extension, à partir du portail de la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire fin Renaissance, jusqu'au mur des murailles de Vachères du XIVe siècle, on a construit cette 3e travée. Ce qu'on pensait, mais on va dire au président de la communauté de communes qui nous guide depuis tout à l'heure, d'installer le bureau de la Comcom ici, il la voit toute. Hein, il y a toute la communauté de communes. Et surtout pour l'acoustique aussi. Ça féliciterait les débats. Ils seraient peut-être moins houleux, quoiqu'ils ne le sont pas souvent dans cette structure. Alors merci vraiment de votre accueil. On va aller là-bas au fond, on devine, c'est pas la peine, mais on l'a bien vu tout à l'heure, mais le village de Banon. Parce que voilà, là, il y a la librairie fameuse de Banon, le Bleuet, hein, qui a eu des soucis, puis qui a réussi à être relancé. On va visiter et rencontrer les nouveaux propriétaires du Bleuet de Banon dans cette belle Comcom. Sa réputation n'est plus à faire. Avec ses célèbres volets bleus, la librairie du Bleuet à Banon est aujourd'hui devenue une véritable institution. Fondée dans les années 2000, elle ne cesse d'attirer les visiteurs, des clients qui n'hésitent pas à faire de nombreux kilomètres pour plonger leur nez dans ses livres. Le Bleuet est une librairie généraliste, on a de très nombreux rayons et donc nous avons non seulement des nouveautés, on essaye d'être le plus à la page possible et de faire un bon choix parce que nous choisissons nos livres chez les éditeurs, mais par ailleurs nous avons un fonds considérable. Effectivement, en particulier en littérature, mais aussi en bande dessinée, en jeunesse, voilà, dans un certain nombre de secteurs, en histoire aussi, dans les sciences humaines. En histoire, par exemple, on a un très gros rayon, voilà, et donc les gens ne s'y trompent pas. Littérature, policier ou encore bande dessinée. Ici, plus de 120 000 livres sont entreposés dans cet espace de 800 mètres carrés. Une véritable maison pour les férus de lecture. Un large choix rendu possible par Marc et son épouse Isabelle. Ensemble, ils ont repris cette librairie il y a 4 ans, une librairie qui avait failli mettre la clé sous la porte. Le challenge, c'est de faire vivre une librairie de cette taille-là avec 11 personnes qu'il faut évidemment payer chaque mois, à la fin de chaque mois, dans un village de 900 habitants, donc pas quasiment 1000 habitants. Donc il faut, je dirais, travailler dur, aussi bien en termes, sur le plan interne, en termes de qualité de la proposition, et puis de qualité aussi de l'environnement, de l'accueil, de l'accompagnement, du conseil, etc. Et puis par ailleurs aussi, il s'agit de travailler toute la dimension, on va dire, plus externe, c'est-à-dire de communication, de médiatisation, etc. Pas moins d'une centaine de personnes franchissent ces portes à l'arrivée des beaux jours pour s'évader et trouver leur bonheur. Voilà le Bleuet de Banon, on continue à se balader.
découverte en découverte. On ne fera pas le tour, on aura parlé de toutes, ou quasiment toutes, les communes de la communauté de communes de Haute-Provence, Pays de Banon. Mais faire le tour de toutes les communes, mais ça pendant une semaine, et puis on aura envie de s'arrêter chaque fois un petit peu de partout. Alors nous sommes à présent à Reillanne. Vous avez vu le café du cours de Reillanne. C'est un endroit, j'allais dire, très festif, très créatif. Il y a beaucoup d'artisans dans ce secteur. C'est l'une des communes les plus importantes d'ailleurs de la Comcom. C'est la plus importante. Oui. Plus que Man? Beaucoup plus. Man, il y a 1400 habitants, il y en a 1650 ici. C'est une commune qui a toujours attiré des artistes. Elle a accueilli il y a quelques années, fort longtemps, dans les années 50, Bernard Buffet, Pierre Berger, Raymond Pellegrin qui est un acteur de cinéma, Manita de Plata. Il y a toujours eu des personnalités. Et d'ailleurs, il y a un nom qui est sur ce monument aux morts, Thierry d'Argentlieu, qui est une autre personnalité. Thierry d'Argentlieu est le premier chancelier de l'Ordre de la Libération. C'est un amiral. Et donc la famille était notamment ici d'ailleurs, l'avenue qui passe là s'appelle l'avenue d'Argentlieu, Thierry d'Argentlieu. Sachant qu'Agnès Varda est venue faire également un tour également ici, la regrettée Agnès Varda, dans le cadre d'un film qui était presque un documentaire, Visage Village. Et c'est votre collaboratrice Karine, que l'on salue et que l'on remercie pour l'organisation de cette émission, qui nous a fait découvrir cet extrait où Agnès Varda vient à la rencontre des visages du village de Reillanne. Regardez. Ici, c'est une galerie de portraits à ciel ouvert. Je m'appelle Pony, c'est mon nom d'artiste et j'ai 75 ans, 76 ans l'année prochaine au mois d'avril. J'ai pas beaucoup de retraite, mais bon, j'arrive à me débrouiller. Puis quand on devient vieux, on ne mange plus comme avant. Hein. On ne mange plus le repas le matin, le midi, le soir. On mange quand on a faim. Enfin, moi, c'est comme ça. Ce serait une retraite de quoi, puisque tu n'as pas travaillé? Ah ben, une retraite, le maximum, comment on dit, le maximum, non, le minimum, je ne sais pas quoi. Pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé, par exemple. J'ai bien peur que ce soit le minimum. Voilà. C'est à toi. Alors, bonne chance. Hein. Bon voyage. 3, 2, 1. Hop, oh, elle est belle. T'es trop beau. Oh, c'est expressif, ça, au moins. T'es trop beau. Extraordinaire. Ça, dans le visage. Pony nous a invités à visiter son domaine, dont il est très fier. On est bien ici, non? Voilà, on peut faire notre machin, là, et hop, on est tranquille. On est dans la planète. Il y a plein de capsules qu'on foutait en l'air, et moi je les ai ramassées, j'en fais des choses. Avec tout, on peut faire tout. Hein. Il suffit d'avoir l'idée. Hein. Pony nous précise qu'il a planté 1300 capsules. Il y a la pendule qui marche. Tu sais, je suis né à l'ombre d'une étoile. Ma mère, la lune, m'a donné sa fraîcheur. Mon père, le soleil, sa chaleur. Et l'univers pour y habiter. Tu te rends compte quelle grande place que j'ai dans la vie? Hein? Voilà. Voilà un film à voir en entier, c'est une superbe réalisation d'Agnès Varda. En argent à Isabelle Grenu ici, toujours avec notre guide, Jacques Despieds.
On a marché depuis le début de cette émission et on se régale. Et là, on monte sur les hauteurs de Reillanne. C'est souvent le cas dans ces villages, où il y a le village juste en bas du sommet de la colline, où là on trouve l'église Saint-Denis que l'on va rejoindre, non sans avoir monté cette belle calade. Qui a fait l'objet d'un programme européen. Ça rejoint le cadre de cette émission, puisque c'est dans le cadre européen que se fait ce planétorium à côté à Saint-Michel-Observatoire. Tout à fait. On a fait un programme, on a profité, si on veut, de notre proximité avec Rocca-Sparvera dans la vallée de la Stoura. C'est dans le Piémont. Dans le Piémont, proximité historique, parce que le vicomte de Desmontes et de la vallée de la Stoura avait acheté la vicomté de Reillanne au début du XVe siècle. Donc on avait des seigneurs communs. Et de ce passé commun est né le jumelage de Reillanne avec Rocca-Sparvera. Donc il nous a semblé assez naturel de lier nos efforts pour améliorer le patrimoine de nos deux villages, avec une thématique commune, la famille de Bollier. Et donc pour nous, ce sont les calades, la réalisation de ces calades et de toute la montée à Saint-Denis qui suit le fossé de l'ancien castrum. C'est particulièrement réussi et propre. Saint-Denis, je l'ai entendu, nous appelle. Alors le temps de rejoindre Saint-Denis, on va aller au Los Angeles de votre communauté de communes, la plus grande commune. Montjustin, c'est ça? Est-ce que c'est la plus petite? Montjustin, c'est fort probable. On peut d'être, on lui fait concurrence, disons. Une cinquantaine d'habitants. Et parmi les points forts de ce secteur, beaucoup de créations artisanales, etc. Donc c'est juste à côté de Reillanne où nous nous trouvons. Il y a par exemple une microbrasserie qui s'est lancée avec réussite. Notre reportage. C'est dans les écuries de l'ancien château de Montjustin que tout se brasse. Dans ce petit village près de Reillanne, c'est à l'origine un ancien libraire et un pilote d'Air France amateur de bonne bière qui se rendent compte du manque de bière artisanale dans la vallée et décident en 2017 de créer la Serpentine. Et depuis, c'est tout un réseau qui s'est créé, avec notamment l'arrivée d'Arthur qui est un des brasseurs et également porteur du projet. Alors la Serpentine, ça a plusieurs significations. Déjà, c'est le nom d'une rivière des Alpes du Sud. C'est le nom d'une roche aussi, à la couleur ambrée et verte. Et c'est le nom d'une rue de Reillanne, donc le village juste en face de Montjustin. Et en dernier lieu, il y a une petite histoire qui dit que la Serpentine, c'est que même lorsqu'il fait très chaud l'été, sous les villages de Provence, il y a toujours des petites rigoles d'eau qui proviennent de sources. Et que donc même l'été, il y a toujours de l'eau pour faire de la bière. 12 personnes dans l'association et une soixantaine d'adhérents sont déjà amateurs de leurs différentes recettes. Le côté associatif leur permet d'avoir une brasserie dans laquelle chacun apporte sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, c'est un nouveau cap qu'ils franchissent en passant de 100 à 500 litres de capacité de production. Mais ils souhaitent rester dans cette dynamique locale et surtout privilégier le côté artisanal bien différent des bières industrielles. Nous, on extrait par infusion les sucres des céréales. On les houblonne avec une certaine quantité de houblon derrière et on fait travailler les levures et les levures restent jusqu'à la fin, jusque dans le produit fini. Donc c'est-à-dire que globalement nos bières, elles peuvent vieillir dans le temps comme un vin peut vieillir dans le temps. Une bière industrielle, c'est des extraits de céréales qui sont sous forme de sirop, des extraits de houblon qui sont sous forme d'huile essentielle. Les levures travaillent sur un temps très très court et elles sont ensuite complètement retirées du liquide. Et la bière finale est resucrée de manière assez forte selon certaines recettes. Et elle est percolatée au dioxyde de carbone, ce qui donne les bulles. Alors que nous, les bulles sont uniquement fabriquées à partir de la levure. Et donc la grande différence entre les deux fait qu'on a un produit final qui est vivant, en fait, qui peut évoluer dans le temps et qui comporte l'ensemble des sucres, certes, mais aussi de tous les composants complexes de toutes les matières premières. Alors que dans une bière industrielle, en général, il y a une grande partie de cette complexité qui disparaît. En tout, quelques recettes constantes sont proposées et une bière variera tous les 2 mois. Pour déguster leur breuvage, le rendez-vous est au marché de Reillanne le dimanche ou bien directement dans la brasserie à Montjustin. Voilà, une bonne bière, ce ne sera pas de refus tout à l'heure après cette belle balade, Isabelle. C'est beau comme tout cet endroit. Alors moi je suis passé évidemment souvent à Reillanne, je ne suis jamais monté ici, c'est bluffant. Alors c'est une esplanade qui a été aménagée en 2002. L'esplanade qui était sur une plateforme où se situait le castrum, c'est-à-dire l'ancien village, le village médiéval fortifié de Reillanne.
Donc ici, nous avons diverses constructions. Une partie médiévale derrière nous, qui est le chevet plat d'une chapelle castrale, donc qui datait 11e, 12e siècle pour certains vestiges, et qui était dans cet axe-là. Ensuite, on a une tour carrée qui était distincte de tous les autres bâtiments, avec une porte au premier étage au nord, qui est aussi d'une période ancienne, 12e, 13e à peu près. L'église Saint-Denis, elle a été construite au 19e siècle, en 1858, pour remercier la Vierge d'avoir amené la pluie sur la Provence. C'était une œuvre des pénitents. Mais on a employé sur la façade, qui est tout en pierre de taille, des pierres en remploi, des pierres qui provenaient sans doute de la chapelle dont on voit le bel appareil là. Hein. On va s'orienter un petit peu là-bas, Isabelle. On va rejoindre votre collègue Francis. Collègue adjoint, c'est le premier adjoint de la commune, je crois, c'est ça, hein. En pleine discussion avec le président de la Comcom. Voilà une belle présentation. Venez, bonjour Francis, faites-nous un peu de descriptif. Alors, on est aux confins, quelqu'un nous disait tout à l'heure, de 7 départements. Alors on va vérifier si on les voit. Là-bas, on a le Vaucluse, ça va, ça marche. La Drôme là-bas. Bouches-du-Rhône, oui. Le Var, les Alpes de Haute-Provence. Vous avez triché, vous avez triché. Basses-Alpes. Hein. Les Basses-Alpes. Ouais, Hautes-Alpes et la Drôme. Avec le Mont Ventoux, on le voit plus loin. Voilà. Oh, quel bel endroit. Hein. Waouh. Alors, le particularisme de Reillanne, et c'est un peu l'image que évidemment cette commune a à échelle presque nationale hein, ou internationale, c'est un village qui bouge. Quand on dit Reillanne, on pense artiste, on pense animation, on pense musique, c'est ça? Ça c'est sûr, oui, ça c'est évident. Ça vient de quoi? C'est le tempérament? Tout le monde le reconnaît, et puis il y a beaucoup de Manosquins, de gens de Fort-Calquier, ou même d'endroits plus éloignés encore qui viennent le vendredi soir, le samedi soir. Alors ça vient du fait que des festivités, des animations qui sont développées par la commune, mais aussi surtout de la richesse qu'on a. On a environ 50 à 60 intermittents du spectacle qui vivent à Reillanne. Ouais, donc forcément, ils nous donnent leur travail, ils nous montrent leur travail à longueur d'année, quoi. Ça se ressent. Ils font partie de l'équipe municipale, ils participent de la gestion de la commune ou pas vraiment? C'est vraiment part, comme on peut l'imaginer. Ben oui, mais parce qu'en plus ils ont leur travail, donc leur travail n'est pas forcément sur Reillanne et sur les environs, donc ils vont sur Paris, sur d'autres endroits, etc. On est dans une porte d'entrée du Luberon là. Ah oui, complètement. Puisque là, Monsieur le Président, Luberon ou Luberon, une fois pour toutes? Je plaisante, venez. Depuis ce matin, on a entendu les deux. J'attendais de voir un petit peu. Officiellement, on doit dire Luberon, non? C'est ça, non? Oui, moi j'ai toujours entendu Luberon, oui, effectivement. Isabelle, vous direz comment? Luberon. Ah ouais. Luberon. Et vous? Moi c'est Luberon. Ah oui, bon, donc apparemment, l'unanimité est faite. Pourtant, je suis d'origine parisienne, hein, je suis pas de France, là. Non, c'est très beau. Venez visiter Reillanne et surtout rencontrer ce monde très festif, artisanal. Il y a plein de choses. Voilà, on se balade dans les rues et il suffit de passer devant le café du cours. On ressent tout de suite une ambiance. On a envie de boire une bière, discuter avec les gens. C'est convivial à l'infini. C'est incroyable, incroyable. Alors nous, on va prendre la direction de Man, non sans avoir changé un peu de sujet. Au fond, ce sont les collines qui ont un particularisme, Monsieur le Président. Il y a des cavités à l'intérieur, c'est ça? Ah, c'est beaucoup plus loin. Là, oui, non, mais c'est pour situer, voilà. Il faut se décaler un peu, c'est Saint-Martin-les-Eaux, effectivement. Il y a 34 cavités qui ont été réalisées dans des couches de sel, des couches salines, qui sont à 800 mètres de profondeur. Et là, ça permet de stocker des réserves stratégiques en matière de carburant, mais également de gaz. Hein. En fait, un de côté, c'est géométhane et l'autre, c'est géosel. Et nous avons toute une diversité de carburants, hein, pétrole, gasoil et compagnie. C'est une chance pour ce secteur parce que ça participe beaucoup des ressources de la communauté de communes et c'est une chance pour la France aussi parce que c'est, quoi qu'on en pense sur ce sujet des énergies fossiles, mais ça reste la réserve stratégique à échelle nationale. Tout là-bas dans ces collines, regardez ces quelques images à l'occasion d'un exercice réalisé dans ce secteur. C'est un scénario qui s'est déjà vu par le passé. En mai 2010, après une rupture de canalisation, une fuite de naphta, un hydrocarbure potentiellement explosif, est survenue à l'entreprise Géocel de Manosque. Un scénario catastrophe qui s'est rejoué lors d'un exercice afin de contrôler l'efficacité du plan particulier d'intervention étudié pour chaque site Seveso, dont Géocel et Géométhane en font partie.
Pompiers, gendarmerie, municipalités et préfectures entre autres ont été mobilisés afin de faire face à cette situation de crise qui, si elle est aujourd'hui fictive, doit impérativement être prévue dans le cas d'un accident industriel majeur. Donc la première des priorités, bien sûr, c'est de circonscrire l'événement. D'en faire l'état des lieux et de mettre les premières mesures en place de façon à minorer ces impacts. Donc déjà, ça c'est de la responsabilité de l'exploitant à travers au niveau de son site dans le cadre du POI. Et ensuite, si effectivement on a des effets qui dépassent le site de Géocel Géométhane, comme c'est le cas du scénario de l'exercice de ce matin, on met en place un COD et donc le PCO pour définir les mesures les plus adaptées pour protéger la population et circonscrire l'événement. Les sites Géocel et Géométhane situés sur les communes de Manosque, Saint-Martin-les-Eaux et Dauphin stockent des hydrocarbures liquides et gazeux dans les cavités salines. Si le mode de stockage en souterrain présente des avantages en termes de sécurité et de protection de l'environnement, le risque est néanmoins toujours présent du fait de la nature des produits stockés qui peuvent amener à des risques d'incendie ou d'explosion. Il y a deux aspects, donc il y a les hydrocarbures liquides, donc c'est l'écoulement potentiellement que l'on a modélisé aujourd'hui. Il y a des mises en sécurité automatiques sur les deux sites et pour Géocel, des rétentions successives pour contenir le produit le temps que les mises en sécurité soient effectives. Pour Géométhane, donc c'est du gaz, donc vous n'aurez pas d'écoulement, mais vous pouvez avoir des zones d'explosion, et puis des feux alimentés, des jets enflammés sur le gaz, qui peuvent survenir sur les canalisations ou depuis les puits. Le plan d'intervention particulier appelé PPI est régulièrement vérifié grâce à ces exercices. Rappelons que dans les Alpes de Haute-Provence, en plus des deux sites Géométhane et Géocel, le département a d'autres sites classés Céveso comme Sanofi à Sisteron ou encore Arkema à Château-Arnoux-Saint-Auban. Les cavités salines de Géocel. Regardez encore l'un des spots ici, le château de Sauvant qui se visite. Plein d'atouts patrimoniaux. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, Monsieur le Président et maire de Man. On a rejoint la commune de Man où se trouve ce château de Sauvant. C'est tout le travail que vous faites sur les déchets. Parce que depuis ce matin, si l'environnement est superbe, depuis le début de cette émission des Trésors d'ici, on remarque aussi que c'est propre. C'est parce qu'il y a un travail, alors je pense, vous ne pouvez pas le dire de vous-même, moi je le sais, un travail exemplaire en matière de traitement des déchets sur toute cette communauté de communes. Oui, on a mis, un peu des actions en route grâce à l'Europe, là aussi. C'était un programme leader qui nous a permis non seulement de faire une déchetterie où l'Europe est intervenue, mais également de la communication, de l'information, pour faire en sorte que les gens changent un peu les habitudes de consommation, pour produire d'abord moins de déchets et surtout trier beaucoup mieux. Alors ça se concrétise par le coût de traitement à la tonne qui est particulièrement attractif dans ce secteur, qui coûte moins aux habitants. Alors c'est exact, puisque sur l'ancienne communauté de Haute-Provence, aujourd'hui on est à 235 kg de déchets par an. La moyenne dans le département est à 340 kg. Ce qui fait que la taxe qu'on applique aujourd'hui est la plus basse du département. Nous sommes à 9%, alors que la moyenne, c'est à peu près 12% dans le département. On est donc à Man, on aura l'occasion de faire une émission spéciale sur cette commune de Man qui est extraordinaire. Elle n'a pas été touchée par une manne céleste, mais par un beau positionnement, une bonne gestion publique également, privée aussi. Alors si on situe quelques atouts de Man, on va voir quelques images. Le maraîchage, avec par exemple, entre autres, le président de la Chambre d'agriculture, Frédéric Asmiol, qui produit entre autres les salades jamais malades, comme il aime à le dire. Aidez-moi à compléter le tableau de Man. La zone des pitaugiers. Alors, oui, effectivement, Frédéric Asmiol est le président de la Chambre d'agriculture. Nous avons Laure Vial, qui est présidente de la Chambre des métiers. Long, qui est le président des entreprises, de la société, du syndicat ou de l'association des entreprises, quoi. Donc finalement, nous avons sur Man les trois entités économiques et agricoles qui sont représentées. Le président du MEDEF indirectement, patron d'Olivier & Co, qui se trouve juste à côté. C'est incroyable cette commune. Oui. On n'a pas fini la liste, allez on continue. Le couvent des Minimes donc, Étoile et Michelin, qui plus est. La zone du Pitaugier, vous situez tout à l'heure le développement, entre autres, de l'entreprise Dufour, entre autres. Juste à côté, là, le temps de rejoindre le centre-ville, Salagon, bien sûr. Alors, Salagon, et à côté de Salagon, nous avons également une propriété qu'on appelle la Condamine,
Et en principe, c'est maintenant l'Occitane qui va en prendre l'exploitation pour valoriser à la fois sa marque, ses produits. Ils ont divers objectifs dont on attend d'avoir la présentation. Mais je pense que ce sera une réussite d'avoir sur notre territoire cette société. Enfin, une antenne de cette société. Et puis il y a le patrimoine. Vous avez parlé de Salagon, ses jardins, son musée. Et il y a ce monument tout à fait exceptionnel, le château de Sauvant, devant lequel nous sommes, devant les grilles du château. Là aussi, on voit l'initiative privée. Des gens qui ont consacré leur vie à la restauration de ce patrimoine, qui est aujourd'hui un véritable joyau, et nous en sommes très fiers. Alors, on va visiter, par exemple, Salagon, ça dépend du département, du conseil départemental des Alpes d'Haute-Provence. Visite un petit peu mélangée tant du château que des jardins. C'est à Mannes, à quelques kilomètres de Forcalquier, que le prieuré de Salagon et ses jardins fleurissent en toute saison. Depuis les années 80, l'association Alpes de Lumière installe ses collections dans le prieuré qui lui date du XIIe siècle. Très vite, enfin vers le 5e siècle, ça devient une nécropole. On y enterre beaucoup de gens. Alors certainement que les propriétaires de la villa gallo-romaine se sont convertis, mais on ne sait pas vraiment pourquoi c'est devenu attirant comme ça. Et au 7e siècle, on a une basilique qui est construite, donc une grande basilique pour le lieu, qui marque l'importance symbolique de ce lieu. La basilique a été détruite et reconstruite au XIIe siècle par les moines bénédictins de Villeneuve-les-Avignon qui avaient pris ce prieuré. Et puis au XVe siècle, le nouvel avatar, les bénédictins n'ont plus énormément d'argent ni de pouvoir, et ils vont laisser ce prieuré en commande à un prieur qui peut en disposer à sa guise. Et donc Salagon devient une terre de rapport jusqu'au XVIIe siècle. Il est abandonné, vendu comme bien national à la Révolution, et au XIXe siècle, il va devenir une ferme, tout simplement, jusqu'aux années 80, au moment où il devient un musée. 2500 espèces vivent sur les 6 hectares du domaine qui, depuis 1986, ont vu évoluer 5 jardins qui parlent de la relation entre les hommes et les plantes. Et c'est principalement pour eux que le public se déplace aujourd'hui. Là, nous sommes dans le jardin médiéval qui va montrer les plantes en usage au Moyen-Âge exactement. Elles sont réparties entre les plantes alimentaires, les plantes du pot, les plantes médicinales, les plantes florales, les plantes magiques. Dans un autre jardin, un petit peu plus loin, vont être montrées les plantes qui sont en usage à partir de la Renaissance. On appelle ce jardin le jardin des temps modernes. Puis un autre regard, le jardin des simples et des plantes villageoises. Le premier créé à Salagon d'ailleurs. Enfin, le jardin des senteurs, à l'autre bout du domaine, va montrer toutes ces plantes qui ont une odeur et qui ont à voir avec l'essence, notamment olfactif. Le 5e, moi j'appellerais plutôt le grand... Le domaine du prieuré de Salagon, où il y a de petites places. Le domaine de Salagon est une des places phares du département qui a encore une longue histoire à écrire. Superbe jardin et prieuré de Salagon. Et de surprise en surprise. Regardez, si vous montez sur les hauteurs de Mannes, peu de gens le font. Y compris les gens du village voisin de la ville voisine de Forcalquier. Il faut monter juste au-dessus du village, vous tombez sur l'ancien château, qui est une demeure privée. Maintenant, regardez là-haut l'une des tours de ce château, ici sur les hauteurs de Mannes, qui fait face fièrement à la citadelle de Forcalquier. Qui l'a protégée à l'époque. Ah oui. Elle avait un objectif, cette citadelle, protéger la ville de Forcalquier, qui était quand même le comté, le chef-lieu du comté, avec le roi René, dit. Et donc, effectivement, c'était un ouvrage militaire. Stéphane dit le château, pas du tout, c'est une citadelle. Mannes avec encore beaucoup d'atouts, et à côté d'autres communes. On n'a pas parlé de toutes les communes, Vilmus, etc. Mais il y a tellement d'atouts dans cette communauté de communes dont vous avez pris conscience de l'ampleur et de la beauté tout au long de cette émission qui se termine tranquillement. On ne saurait oublier Dauphin et Saint-Même. Jolis petits secteurs, ce sont deux villages collés ou qui sont face à face, si on veut être un peu plus précis. Ils ont souffert d'inondations il y a quelques temps d'ailleurs. Et il y a dans ce secteur un musée de la mine. C'est exact, c'est à Saint-Même. Saint-Même a eu une mine très importante qui a fermé en 1949. Ça a été d'ailleurs une saignée pour l'emploi parce que tous les mineurs ont dû se retourner vers d'autres secteurs pour avoir une activité.
mais ça a eu des effets secondaires, c'est-à-dire la fermeture des commerces, des écoles, ainsi de suite, quoi. Tous ces villages ont beaucoup souffert de la fermeture de la mine. Alors direction là-bas, le secteur de Saint-Memme et de Dauphin pour visiter le musée de la mine. Si aujourd'hui les portraits des mineurs ornent les murs d'un musée, c'est parce qu'ils ont fait l'histoire de la commune. À Saint-Memme, pendant près de 100 ans, la ville a connu une forte exploitation minière, une ressource dont on trouve aujourd'hui encore quelques restes, mais qui est principalement mise en valeur dans le musée de la ville créé en l'an 2000. Portraits de mineurs, maquettes de sites de la mine, outils, mais s'il a de l'importance, c'est qu'au temps de son fonctionnement, les mines employaient jusqu'à 300 personnes. Une véritable activité économique pour cette petite commune. Je peux vous dire qu'il y avait par exemple beaucoup d'Italiens qui étaient à la mine, beaucoup de Polonais. Il y avait aussi beaucoup de familles françaises. Alors en 1860, c'était plutôt une exploitation, c'était une toute petite exploitation. Et au fur et à mesure, c'est devenu vraiment une grosse, j'allais dire une entreprise, mais ça a été vraiment une grosse ressource. Donc il y a eu beaucoup plus de travail, on a eu beaucoup plus besoin de main-d'œuvre qui venait effectivement d'Italie et de Pologne, et toujours quelques familles françaises qui étaient déjà là à l'époque. Fermée en 1949, la mine a donné à Saint-Memme beaucoup de son histoire, une histoire qui aujourd'hui ne demande qu'à être appréciée à travers les allées du musée. Et quand on contemple cette plaine, ce musée de la mine, Dauphin que l'on voit au fond, on contemple aussi un petit peu l'histoire. Ancienne d'abord, la Via Domitia qui passe au fond dans cette plaine fertile. Domitia, et surtout, ici on l'appelait le chemin Saïné, qui signifie la voie ensanglantée. Alors il semblerait qu'il y ait une lutte, il est certain qu'il y a eu une bataille assez importante, probablement un siècle et demi avant Jésus-Christ, avec une armée romaine. Et d'ailleurs, une campagne a pris le nom du combat, elle s'appelle les Encontres. Et au XVIIIe siècle, on a trouvé, à proximité des Encontres, dans un quartier qui s'appelle Saint-Clair, qui est à Saint-Memme, plus de 1000 squelettes enterrés, c'est-à-dire qui livrent l'idée d'un combat assez important. Et la voie domitienne est restée dans la tradition et transmise oralement de génération en génération. On est aussi sur le chemin de Compostelle, vous pouvez vous balader autour, il y a un pont roman magnifique à côté de Salagon justement. On est aussi sur les pas de Jean Giono, là, la ferme de Jean Giono était juste là, on la devine un petit peu dans ce secteur. La Margotte, c'est devenu une chambre d'hôte. Hein. C'est ça, la campagne de Margotte qui est à proximité, et effectivement Jean Giono venait régulièrement dans ce lieu. La zone du Pitaugier, vous voyez, qu'on devine avec Olivier Co, c'est le bâtiment rouge que vous voyez là-bas, là où il y a du four, etc. Et une nouvelle distillerie qui s'est montée, m'a-t-on dit. Alors, je sais que vous l'avez rencontré, moi je l'ai vu avant son installation. Et regardez, il est très content, il a plein de projets et plein d'idées, il est créatif. Les passions, ça ne se contrôle pas. En revanche, on peut orienter son destin. Hervé aime depuis toujours faire des rhums arrangés pour les amis et la famille. Et un jour, c'est en visitant une distillerie qu'il a la révélation. Et pourquoi pas lui? Lorsqu'Hervé a l'opportunité de louer son local à Man, il quitte son poste de responsable qualité d'une épicerie fine et il lance son entreprise de distillerie. La distillation, la version vraiment simple, c'est on met un mélange eau, alcool, plantes pour les spiritueux ou des fruits fermentés pour les eaux de vie. On chauffe. Les températures d'ébullition des différents composés sont différentes et donc l'éthanol va s'évaporer plus rapidement parce qu'il y a une température d'ébullition plus faible, va s'évaporer plus rapidement, la vapeur va passer dans ces tuyaux, avec de l'eau froide qui se trouve ici, la vapeur va se recondenser et va sortir ici du spiritueux, l'eau de vie, le produit que vous avez distillé. Oui, tout simplement. C'est donc en avril 2019 qu'Hervé devient un véritable alchimiste en lançant son entreprise. Au menu donc du local avant tout, lavande, grenade ou menthe. Ce créateur n'a pas peur de faire des expériences jusqu'à relancer d'anciennes saveurs comme l'arquebuse. La plante, c'est une artémisia. Donc c'est une plante qui pousse un peu partout. Et c'est vrai que c'est une plante qui est un peu oubliée, qui est un peu tombée en désuétude. Avant, on faisait une liqueur d'arquebuse qui un peu pour concurrencer les chartreuses. Et plus personne ne la consomme aujourd'hui tel quel. Liqueur et spiritueux et bientôt eau de vie. Dans la boutique, tout peut bouger au fur et à mesure de la saison. Hervé mise local avant tout et participe aussi au fonds de dotation de sauvegarde du patrimoine Lavande en Provence.
L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer des produits avec des plantes et des fruits de la région et vraiment d'essayer de travailler le plus simplement possible de façon à se réapproprier un peu les arômes. Pour moi, c'est important, on est dans une très belle région et tout, et c'est important d'essayer de garder, de protéger nos produits, nos plantations. La boutique est ouverte depuis le mois de mai dans la zone du Pitoji à Man et Hervé vous accueille tous les mercredis et jeudis afin de vous faire découvrir toutes les saveurs qu'il a à proposer. Voilà, cette émission se termine malheureusement. Nous sommes sur les hauteurs de cette belle commune de Man avec Michel. Qu'est-ce que c'est beau chez vous? Il me semble bien, c'est ce qu'on me dit souvent. C'est devenu beau parce que vous habitez en bas dans le village, comme c'est une citadelle. Vous avez aménagé tout le terrain qu'il y avait dessus qui monte jusqu'au château. Qui était tout en ruine. Le terrain en question, il y avait environ 14 petites parcelles de maisons qui étaient toutes démolies. Et il a fallu enlever les pierres les ruines. C'est l'ancien village médiéval en escargot autour du château, c'est ça? Donc là, par exemple, là, il y a la place du village là-dessous. Il a la place du marché médiéval et les maisons étaient entouraient le château. Il y en a certaines d'ailleurs qui étaient, on voit encore l'emplacement des poutres qui tiennent au milieu des remparts. Oui. Et voilà, et là il y avait donc un passage tout autour. Il paraît qu'il y a même des passages secrets. Ça, c'est l'une des anciennes tours du château. Il paraît qu'il y a des passages qui permettent de rejoindre le château. Des souterrains de toutes les maisons qui communiquaient avec le château pour aller se mettre en sécurité quand les ennemis arrivaient de la vallée. Il y a encore d'ouvert, non? Les enfants jouent à se cacher dedans, non? C'est un peu dangereux. Plus, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais quand il y a 2 ans, on a mis les réverbères pour illuminer le château, quand ils ont voulu creuser, les employés, creuser pour pouvoir passer les câbles électriques, ils sont tombés juste là en face, justement sur un souterrain, avec leur pelleteuse, enfin je ne sais quoi. Il y a peut-être des... 2 ou 3 là ici. Des secrets, voire des trésors là-dessous. Il était dit que de la maison en contrebas qui appartenait à Gaffarel, le secrétaire de Richelieu, qui avait construit cette maison au-delà des remparts du vieux village, c'est cette maison qui est classée, il y a un souterrain qui va pour rejoindre le château, parce que c'était, je crois bien, un héritier du château de l'époque, des propriétaires, le seigneur de l'époque. Ah ouais, c'est ça qui protégeait en même temps Fort-Calquier. Michel, on vous remercie vraiment pour cette rencontre. Donc là, il était dit que de ce souterrain, il y a des gens qui ont beaucoup cherché, qu'il y aurait eu une chèvre d'or. Ouais, maintenant, sous toute réserve, parce que c'est pas moi qui ai vu ça sur les archives, mais je sais qu'il y avait vu des choses comme ça. Je vais tout de suite dire ça. Personne ne l'a trouvé. Je vais lancer sur la piste le maire de Man qu'on va rejoindre. Merci Michel de votre gentillesse, merci beaucoup. Et on continue, on va rejoindre. Eh oui, vous êtes même guide improvisé et de belle manière. On va rejoindre Jacques Despieds pour terminer cette émission. Monsieur le maire et monsieur le président, on s'est régalé, d'une part. D'autre part, on vient d'apprendre, mais vous ne le savez peut-être pas, qu'il y a peut-être là-dessous une chèvre d'or. Alors c'est la tradition qui veut ça, effectivement, qu'une chèvre d'or serait enfouie dans le château. Et dans les années, juste après la guerre, des gens ont acheté la citadelle, se sont mis en tête, effectivement, qu'il y avait un trésor. Et pendant des années, on a fouillé dans les douves, on a des fois utilisé la dynamite. Et on a finalement fait un vaste chantier de cette citadelle. Et heureusement, ensuite, Pierre Martel, qui était curé du village, lui qui a créé Alpes de Lumière, a acheté la citadelle et a commencé à remblayer tous ces trous, à lui redonner un peu de vie. Puis ensuite, il a vendu. Il a dû la vendre en 62, 63 à Georges Bietron, qui là, à son tour, a consacré sa vie pour réhabiliter la citadelle et en faire ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose de merveilleux. Et certainement un des dernières fortifications que nous avons dans la région. Merci Jacques Despieds d'avoir été en plus de vos fonctions notre guide tout au long de cette émission. On est frustrés parce qu'on va pas parler de tout, mais ce serait trop ambitieux par rapport aux atouts de ce territoire. Je sais pas, la truffe, tiens, on n'en a pas parlé, il y a la fête de la truffe à Man chaque mois de février, si j'ai bonne mémoire par là. Et il y a tellement de choses à dire. C'est donc la promesse d'une autre émission, ça c'est sûr. C'est une absolue nécessité. Un bonheur, et j'y ajouterai une autre dimension qui a dû frapper ceux qui nous ont regardés. Une dimension très humaine dans toutes les rencontres que nous avons eues. Nous avons trouvé que des gens attentifs, fiers de leur territoire, mais qui ont envie de le mettre en valeur sans trop surjouer tout ça. Vraiment, c'est un territoire de sincérité, je trouve. C'est le mot qui te convient. Ouais, c'est la lavande authentique, ça on nous l'a dit à plusieurs reprises, mais c'est un territoire aussi de sincérité, c'est vrai.
On remercie le programme européen Le Cotra qui nous a permis de faire cette émission, qui nous a permis de vous faire découvrir la communauté de communes de Haute-Provence, le pays de Banon. Et ainsi qu'on l'a dit, c'est la promesse d'un retour rapide dans ce magnifique territoire qu'on va nous-mêmes observer comme vous. Regardez les toits de Man, le clocher, la Haute-Provence et un territoire qu'on vous invite à découvrir le plus vite possible. Ce territoire où, vous l'aurez compris, tout le monde a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ils ont quitté leur terre, leur champ de